Bonsoir à tous et bienvenue donc dans ce live de Mediapart qui est électoral, donc dominical. Voilà, c'est à chaque élection. Maintenant, nous nous retrouvons donc pour ce second tour des élections départementales. Ça sera tout à l'heure avec moi et Mathieu Magnodex et François Bonnet à partir de 20h30. Mais dès 20h, ce qui vous permettra d'oublier votre télévision et les chaînes info, vous aurez les résultats, les premiers résultats, les premières estimations de la participation qui vous seront dévoilées par François Bonnet dès 20h. Retour sur nos enquêtes, c'est une émission que vous connaissez bien. Et là, c'est une enquête qui a été publiée sur Mediapart il y a exactement une semaine, qui a été faite par Michael Achdenberg et Pascal Pascariello et qui s'intitulait « Les gendarmes du médicament faisaient affaire avec les laboratoires ». Michael et Pascal racontent dans cette enquête comment des membres de commissions supposées absolument indépendantes des laboratoires pharmaceutiques étaient en fait, pour certains d'entre eux, conseils de ces laboratoires pharmaceutiques, ce qui conduit évidemment à s'interroger sur leur indépendance. Pour parler de ce sujet, donc 4 invités. La première s'appelle Anne Chailleux. Bonsoir. Vous êtes membre du Formindep, c'est une association, et en fait c'est une association qui regroupe des patients, des malades, mais aussi des médecins, je crois, et qui se bat pour une formation et une médecine indépendante. Et vous, c'est en tant que patiente que vous vous êtes aperçu dans le cadre de votre traitement avec un rhumatologue, je crois, et bien que le pouvoir des laboratoires pouvait entrer dans le cabinet des médecins et même entrer à l'hôpital. Philippe Even, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en médecine, spécialiste des maladies respiratoires. Vous êtes encore président de l'Institut Necker et avec le professeur Debré, il y a 2 ans, je crois, vous avez publié un livre qui s'intitulait « Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux », ce qui vous a valu un certain nombre d'ennuis parce que là encore, vous dénonciez à la fois l'inutilité de ces médicaments et l'argent que les laboratoires pharmaceutiques pouvaient se faire dessus et donc sur le dos des malades. Et puis les 2 journalistes de Mediapart donc, qui ont fait cette enquête, Michael Achdenberg, bonsoir, Bonsoir. et Pascal Pascariello. Vous êtes journaliste indépendante et donc avec Michael, vous avez conduit cette enquête. De quoi on parle, Mika, quand on fait une enquête comme ça? Parce que ce qui frappe en fait le lecteur, c'est l'opacité à peu près complète, c'est-à-dire que ces commissions d'enquête sur les médicaments et ces commissions qui disent d'abord s'ils peuvent entrer sur le marché, quelle est leur utilité, si ensuite ils vont être remboursés par la sécurité sociale, là pour le coup, on aimerait avoir une transparence. On a l'impression, en vous lisant, que non seulement il n'y a pas de transparence, mais que même l'enquête elle-même est très difficile. Oui, je crois que c'est une enquête vraiment très difficile qu'on a menée, qui nous a pris très longtemps. On l'a démarrée en fait en juin dernier. Les auditeurs ne se rendent pas forcément compte, mais c'est rare qu'on mène une enquête sur autant de temps. C'est une enquête de 9 mois. Donc. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait face, on s'en est très vite rendu compte, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu travailler à 2 dessus, qu'on allait devoir interroger une multitude d'acteurs, et que pour la plupart d'entre eux, très vite, on s'est rendu compte que ce serait difficile de les faire parler, de les faire raconter, parce qu'on est dans un monde où je crois que le mot omerta n'est pas trop fort. C'est-à-dire que tout le monde se tient, tout le monde a des petits secrets, et ça n'arrange en réalité personne que tout ça soit dévoilé sur la place publique. On s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un personnage central dans cette enquête, qui est l'ancien président de la commission de la transparence. Cette commission, c'est cette commission qui va décider si un médicament est remboursé ou pas, à quel taux, et sa décision va conditionner le prix. C'est donc absolument essentiel, c'est une commission qui a pouvoir de vie et de mort sur un médicament, véritablement. Et donc ce président, qui a présidé jusqu'en 2014, tout récemment, cette commission, est mêlé avec certains amis qui, au cours des 20 dernières années, ont eu des responsabilités, soit à la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, soit dans cette même commission de la transparence, à conseiller les laboratoires contre rémunération, contre gratification, différentes choses qui sont très difficiles, bien évidemment, à retrouver, mais grâce à des témoignages qu'on a récoltés, à la fois parmi ce petit membre de groupe d'amis, des gens qui ont bien voulu nous raconter ou bien qui ont bien voulu concéder ce qu'ils faisaient, et à la fois parmi les dirigeants de laboratoires,
On a réussi donc à recouper une multitude de fois et suffisamment de fois pour pouvoir publier cette enquête donc cette semaine. Alors, avant d'aller plus loin, moi j'avais cru comprendre que maintenant ces commissions en fait se situaient au niveau européen. En fait, là, c'est des commissions purement françaises. En réalité, la commission de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments n'a plus un pouvoir très fort en France depuis 1998, où là, c'est vraiment les décisions européennes qui sont majeures et qui importent. En revanche, en ce qui concerne la commission de la transparence, le pouvoir est toujours très fort, très important, et ces avis, officiellement, ce ne sont pas des décisions, parce que c'est le ministère qui, en dernier recours, décide, mais ces avis sont la plupart du temps suivis et sont d'une importance importantissime pour la vie des médicaments. Alors, Pascal, de qui s'agit-il? De qui parle-t-on? Qui sont ces gens qui président ou qui président ou qui siègent dans ces commissions et dont vous avez découvert que non seulement ils avaient un rôle de conseiller pour les grands laboratoires pharmaceutiques, mais qu'on parle de réunions secrètes, mystérieuses à Marseille, où il y a des sommes en argent liquide, on parle quand même de plusieurs milliers d'euros à chaque fois, qui sont distribués. Comment le système s'organise-t-il, se met-il en place? On retrouve justement une des personnes les plus importantes, le président de la commission de transparence, Gilles Bouvenot, jusqu'en 2014. On retrouve aussi Bernard Avoac, qui lui a été précédemment aussi à la tête de cette commission. On retrouve Jean-Pierre Régnier, qui lui était à la commission des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Une experte aussi, Renée Liliane Dreiser, qui était experte auprès de la commission de transparence. Donc tout ce petit monde, et en particulier, en tout cas, ce qui était intéressant aussi au cours de l'enquête, c'est qu'au début, Gilles Bouvenot a tout fait au cours de sa carrière pour pour avoir l'image du chevalier blanc. D'ailleurs, je crois savoir que sur la maladie d'Alzheimer, sur les médicaments, quand il a fallu revoir ses médicaments à la baisse, il avait fait appel à un médecin du Formin d'Epp. Donc il essayait vraiment d'avoir une image très, très propre. Et finalement, non, au cours de cette enquête, tous les témoignages corroboraient dans le même sens, c'est-à-dire que ce groupe de professeurs, avec toutes les responsabilités qu'ils avaient, organisaient des réunions avec des laboratoires avant que le dossier soit déposé pour demander ce qu'on appelle l'ASMR, c'est-à-dire l'amélioration du service médical rendu d'un médicament, c'est-à-dire que c'est une note qu'on donne au médicament et qui va déterminer après le taux de remboursement. Et donc ils organisaient avec des laboratoires juste avant des réunions, et cela sans forcément que ça garantisse une bonne note au médicament. C'est là aussi où c'était... C'est là où le système était pernicieux et complexe et bien fait. C'est-à-dire que les laboratoires n'achetaient pas l'avis de la commission, mais c'était en quelque sorte un ticket d'entrée. C'est-à-dire pour que le regard soit objectif sur leur médicament, les laboratoires se disaient qu'ils avaient intérêt à payer pour qu'on regarde au moins avec un minimum d'objectivité leurs médicaments. Et ils craignaient que sinon... Que je comprenne bien. Un laboratoire pharmaceutique conçoit, je ne sais pas comment on dit, crée un médicament. Déjà, il faut le soumettre à ces commissions. Est-ce que ça, c'est automatique? C'est-à-dire que dès qu'un labo a créé un médicament pour quelque maladie que ce soit, ce médicament sera examiné par cette commission. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'automaticité, où déjà, il faut que la commission veuille bien en prendre compte. Non, il va être présenté. En fait, ce que nous a révélé un des membres de ce petit groupe d'amis, c'est qu'il y avait 2 moments où leur petit groupe de conseil se réunissait. Dans la phase très en amont, en fait, de développement d'un médicament, qui est intéressante pour les laboratoires de savoir comment développer au mieux pendant les 4-5 années qui suivent un médicament. Et là, déjà, il y avait des conseils qui étaient donnés, et ces gens qui siégeaient en commission pouvaient donc retrouver 4-5 ans plus tard les mêmes médicaments sur lesquels ils avaient donné des conseils 4-5 ans auparavant. Et puis, plus fréquemment, me semble-t-il, il y avait des commissions qui se réunissaient quelques mois, en fait, juste après que l'autorisation de mise sur le marché était donnée. Là, ça devient automatique que donc la commission de la transparence va devoir examiner ce médicament et fixer son intérêt, en fait. Est-ce qu'il a intérêt ou pas? Est-ce que le bénéfice-risque varie par rapport à ce qui existait déjà sur le marché, etc. Est-ce qu'il y a une amélioration voilà. du strict point de vue de la santé publique? Voilà. Et du coup, est-ce que ça va déterminer le prix de ce médicament? Parce qu'un médicament qui n'apporte aucun intérêt, il n'y a pas de raison, normalement, de lui donner un prix qui va satisfaire le laboratoire. Et donc là, c'était ce deuxième type de réunion
où 1 an plus tard, les mêmes gens allaient statuer et 1 an avant disaient voilà comment il faut présenter le dossier pour qu'on soit le plus sympathique possible avec votre médicament. C'est ça, c'est-à-dire que c'était un système de conseil et d'amélioration. C'est-à-dire que les gens qui examinent expliquent aux gens qui vont être examinés comment il faut s'y prendre au mieux pour que ça se passe dans le meilleur des mondes possibles. C'est des choses qui peuvent exister de manière transparente à l'échelle européenne et même à la commission d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des contacts de ce type entre des instances et des laboratoires. Simplement, ça se fait dans un cadre officiel. Ce sont des rendez-vous qui sont connus de tous, qui se font à la Haute Autorité de Santé, à Saint-Denis. On le sait, c'est noté, il y a des synthèses qui sont faites, etc. Ça ne se fait pas secrètement à Marseille autour d'un repas et une après-midi de travail, et surtout pas contre des rémunérations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on paye, comment accorder un crédit à un avis qui va être donné quelques mois plus tard par des gens qui ont touché de l'argent pour donner un avis sur ce médicament. Professeur Even, quand vous entendez les journalistes de Mediapart, et puis on a beaucoup parlé de leur enquête depuis une semaine, c'est quelque chose qui vous étonne ou vous retrouvez un système que vous avez toujours à peu près connu comme ça? Non, je retrouve ma naïveté il y a 10 ans. J'ai découvert tout ça ces 10 dernières années, sur le terrain, en enquêtant, en confrontant, en comparant les différents pays, les différents universitaires qui s'impliquent dans ces conseils à l'industrie. Et je suis arrivé à des conclusions parfois beaucoup plus sévères encore que vous n'y êtes parvenu vous-même. Mais vous avez là enfoncé un clou, un coin formidable dans le système. Et à partir de votre enquête, les informations vont apparaître ici et là, et vous avez posé vraiment un problème qui est un problème national. Même si ça existe dans d'autres pays, j'ajouterais au degré près. Nous sommes arrivés en France depuis 40 ans à un laxisme, à une impuissance fantastique de nos commissions. Beaucoup ont ironisé sur le nom de commission de transparence en disant qu'on ferait mieux de l'appeler commission de l'opacité. C'est un peu facile, mais ça résume bien les choses telles qu'elles sont. Vous avez visé un homme que j'ai défendu, rappelez-vous au début, et que je défends toujours. Gilles Bouvenot, et parmi tous ces universitaires, il y en a 200 en France, 300 sur 4000, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est certainement l'un de ceux qui sont, entre guillemets, les plus raisonnables. Il a été président de la commission de la transparence de 2003 à 2014. 2003, oui, il était vice-président avant. Hein. D'accord, donc ça fait longtemps qu'il est là. Avant, il était la transparence. Mais il y en a d'autres beaucoup plus mouillés. Vous avez actuellement le professeur Jean-François Bergmann, par exemple, qui était le vice-président de la commission d'autorisation, qui a eu un rôle majeur à l'époque où il était, dans toutes ces années-là et jusque récemment. Et j'ai eu la stupéfaction de découvrir que cet homme qui jugeait et de l'autorisation et de la sécurité du médicament, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, est un homme qui, actuellement encore, et en tout cas dans les 3 ou 4 dernières années, est lié par 39 contrats avec 8 ou 10 firmes de l'industrie pharmaceutique. Alors là, par exemple, vous voyez, moi j'ouvre des yeux ronds, parce que je me dis, et en plus, il signe des contrats. Ah mais oui, c'est plus visible. À la limite, c'est plus visible encore. Il suffit de, voilà les contrats. Mais vous savez que notre ministère, qui a fait marche arrière sur la loi Bertrand, a exempté les universitaires et les laboratoires de préciser les montants. On sait les montants de ce qu'on appelle les petits cadeaux, 100 €, 15 €, 20 €, 30 €, on fait des bricoles, enfin relativement des bricoles. Hein. Alors ça, c'est déclaré. Mais par contre, tout ce qui est au-dessus de 10 000 € n'est pas déclaré. Et au-dessus de 10 000 €, ça veut dire, pour toutes les informations qu'on peut réunir, en France, entre 10 000 et 100 000 €. Et ça, on a la liste des contrats, mais on n'a pas les montants en face. Mais vous pouvez vous dire qu'un homme, comme celui dont je parlais, qui a 39 contrats, même si c'est les contrats les plus petits possibles, ça fait encore 4 à 5 fois son salaire universitaire. Ces hommes, et il est loin d'être le seul, ne sont donc plus des fonctionnaires de l'État, ils sont de facto des employés de l'industrie privée. Qu'est-ce que c'est qu'un expert dans les commissions? Un expert, c'est un juge. C'est quelqu'un qui va juger de l'efficacité d'un médicament, de ses dangers éventuels, de son prix raisonnable, et de fait qu'on va ou non le rembourser, comme je l'avais décrit tout à l'heure. Est-ce qu'on imagine des juges, des magistrats, qui prendraient leurs décisions tout en étant par ailleurs liés avec des multinationales de ceci ou de cela, à raison de 5, 10, 20, 30 contrats chacun? On est dans un système qui est... Ça va même au-delà de l'omerta, ou alors c'est l'omerta sicilienne. C'est absolument et totalement scandaleux.
Et ils sont, je dirais, en France actuellement, je fais un travail qui sortira plus tard, mais rien qu'en cardiologie parisienne, il y a 6 sites de nos universitaires qui sont tous à entre 20 et 50 contrats avec l'industrie. Par contre, les autres universitaires n'ont aucun contrat avec l'industrie. Et il y a une chose, si vous me permettez, il y a une chose que je vois à chaque fois, ces personnes qui ont des conflits d'intérêts, comme on dit dans le langage que je trouve un peu suranné aujourd'hui, c'est de la corruption, c'est pas autre chose, hein. C'est de dire, mais l'industrie a besoin de nos conseils. Et c'est vrai. Mais il n'est pas légitime que ceux qui ont donné les conseils et ont été rémunérés pour ça soient ensuite les juges. Il n'est pas acceptable qu'ils soient juges et partis. Ça, on n'en parle pas. Une autre chose que vous entendrez souvent, c'est « mais nous sommes conseils pour 15 sociétés, donc nous les conseillons toutes. Nous n'en conseillons particulièrement aucune. Nous sommes donc indépendants. Ça, c'est imaginer que les compagnies pharmaceutiques sont concurrentes. Elles ne le sont pas du tout. Chacune a son créneau, se bat pour son créneau. Et la meilleure preuve, c'est que dans les réunions des commissions dont vous parlez, AMM et Transparence, l'industrie pharmaceutique est représentée globalement par son syndicat. Donc il faut absolument éviter de tomber dans le... Je vous laisse éteindre votre portable, ça arrive constamment, c'est pas grave. Je sais pas le faire. Pascal Mascariello, le mot de corruption a été prononcé. Ça vous paraît trop fort par rapport à lobbying ou conflit d'intérêts, ou c'est bien de cela dont il s'agit? Vu les témoignages, les faits, ça me paraît pas trop fort. On parle justement dans l'enquête du type de rémunération. Parfois, c'est du liquide dans des enveloppes qui sont déposées sur les lits dans les chambres d'hôtel ou mis à l'intérieur des dossiers. Ce qui va être intéressant, justement, c'est que suite à cette enquête, le procureur de la République a été saisi. Et là, je pense que justement, la justice va avoir les moyens de voir tous ces flux financiers et toutes ces rémunérations. De quel ordre elles ont été, comment ça s'est passé, est-ce que c'est passé par l'étranger, voilà. Et je pense qu'effectivement, non, le mot ne me paraît pas trop fort. Et à qui c'est versé? Parce que ça peut être versé très normalement sur le compte bancaire du personnage en question. Mais beaucoup ont créé des sociétés ou font verser à leur femme, à leur fille, à leur petite fille, à leur belle-mère, à leur belle-sœur. Et là, je parle de ce qui est versé en France. Mais il faut bien voir que ces médicaments, ils sont inventés, développés aux États-Unis pour l'essentiel, et que tous ces acteurs français sont là pour diffuser le médicament en France, mais rien ne les oblige à se faire rémunérer en France. Et d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire qu'il serait bien bête de le faire. Oui, mais ce que vous racontez là, c'est quand même des enveloppes avec de l'argent liquide qui sont lâchées dans la chambre d'hôtel, sur le lit, avant que le conseil n'arrive. Enfin, on a l'impression de lire des histoires de football de 3e division. Quoi. Je viens de traduire le livre de John Virapen, qui était le président du grand laboratoire Lilly pour la Suède, et qui, ulcéré, battant sa coulpe, et à la fin de la vie, raconte tout ce qu'il a vécu. Le livre est absolument prodigieux parce que c'est un roman policier. Mais en particulier, il y a plusieurs scènes comme celle-là où il va lui-même remettre dans un congrès, il était patron en Suède, mais un congrès aux États-Unis, une enveloppe de la main à la main à un professeur suédois. Et quand il versait de l'argent à des professeurs suédois, c'était versé sur des banques au Danemark. Alors le contrôle, même par le fisc, risque d'être un contrôle très difficile. Anne Chailleux, racontez-nous comment vous avez découvert en tant que patiente, hein, encore une fois, l'existence de ce système. Je n'ai pas découvert ce système d'emblée, hein, bien sûr. Mais, du côté des patients, on peut voir en fait, en bout de chaîne alimentaire, je dirais, l'influence sur les soins. C'est-à-dire que j'ai une maladie rhumatologique chronique qui, tout à coup, est devenue extrêmement rentable pour les laboratoires. Ils ont mis sur le marché une classe nouvelle de médicaments qu'on appelle les biothérapies. Et du jour au lendemain, vraiment, on a vu les associations de patients être extrêmement bien financées et être tout à coup très actives, financées par les laboratoires pharmaceutiques. Et les médecins devenir extrêmement enthousiastes sur cette nouvelle classe de médicaments au point de la présenter comme la panacée. Vraiment, on minimise complètement les risques de cette thérapie qui sont pourtant assez importants.
et on la présente quasiment comme un médicament de première ligne, alors que d'après l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, donc qui est quand même pas si mauvaise que ça, c'est un médicament de deuxième ligne, par exemple. Donc voilà, moi, à l'époque, ça m'avait choqué quand on m'avait présenté ça comme ça, et j'en ai parlé à un rhumatologue. J'avais du coup changé de rhumatologue, parce que j'avais subi trop de pression pour obtenir ce premier médicament. Et la réaction de ce nouveau rhumatologue a été « les labos paient bien ». Et ces mots-là m'ont vraiment choquée, je ne comprenais pas du tout de quoi il parlait. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser, etc. J'ai fini par adhérer au Forum ADEP, qui avait été fondé par des médecins. Et donc je suis une des premières patientes à être arrivée dans cette association, et qui est maintenant ouverte à tous les citoyens, et pas uniquement aux médecins. Mais on se dit, en vous écoutant tous les quatre, que le scandale du Mediator n'a rien changé. C'est-à-dire que quand même, il y a eu un scandale sanitaire en France qui a été découvert, dénoncé. Enfin là, c'était un médicament qui était dangereux. Enfin voilà. Et on se dit, rien n'a changé. C'est-à-dire que les commissions d'attribution ont continué à fonctionner de la même façon avec les mêmes personnes, Michael ? En fait, moi j'ai l'impression de retrouver, pour avoir un peu travaillé sur le financement de la vie politique, les mêmes réflexions. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas que ça change vous disent systématiquement « Oh, mais ça c'était avant, ça c'était dans les années 90, depuis il y a eu les lois de 88, 91, 93, plus rien n'existe de tout ça, c'est fini ce que vous décrivez, c'est quelque chose qui est vieux d'il y a 20 ans. » Et en fait, il faut toujours des scandales de financement de la vie politique, comme Mediapart en a révélé un certain nombre, ou comme on l'a vu plus récemment avec Big Malion, pour se dire « Ah ben merde, en fait ça ne fonctionne pas du tout, et il n'y a aucun contrôle qui marche, et en fait les choses se font, et on n'y arrive pas. » Et dans l'industrie pharmaceutique, moi, j'ai la même impression, c'est-à-dire qu'on nous dit toujours que c'est vieux et que ça a changé, et en réalité, les choses changent. Les laboratoires s'adaptent, comme ça a été décrit par le professeur Even. Par ailleurs, la loi est loin d'être parfaite, c'est-à-dire entre ce qui était prévu au départ et l'arrivée, il y a eu des changements, il y a eu du lobbying, et quand on sait que, en fait, on déclare un repas à 30 €, mais pas un contrat à 90 000 €, où est la logique ? Donc, il y a aussi des choses qui sont organisées de façon à ce que ça ne change pas. Et même quand ça change, le marché s'adapte en quelque sorte. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur les liens d'intérêt, la façon dont ils devaient être déclarés. Mais d'une part, quand ils sont déclarés, est-ce que ça règle tous les problèmes ? Est-ce que quelqu'un qui dit « Oui, moi je suis en lien d'intérêt avec tel ou tel labo, donc je vais sortir de la commission pendant quelques minutes le temps que vous votiez », je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensiez, mais est-ce que ça règle vraiment tous les problèmes ? Et puis, il y a ceux qui trichent complètement et qui ne disent rien. Quand Jérôme Cahuzac a un compte en Suisse, on a beau déclarer tout son patrimoine à la haute autorité, elle ne peut pas le savoir. C'est pareil pour les docteurs. Ce que disait le professeur Even sur les comptes qu'on a à l'étranger, c'est pareil. Il y a un moment aussi où les contrôles sont limités. Donc quand un laboratoire verse de l'argent dans les îles Vierges, et que ça, on ne le sait pas dans la déclaration d'intérêt. Donc là, on passe à côté. Je pense que ce que vous soulignez est très important, c'est que la transparence, c'est un outil pour favoriser l'indépendance. Il ne faut jamais perdre de vue que le but ultime, c'est quand même l'indépendance dans l'expertise sanitaire publique, et que le fait de déclarer ces liens n'annule pas du tout leur influence. Et on est dans une situation finalement assez comique. Actuellement, par exemple, à la Haute Autorité de Santé, on a à peu près un quart de la commission qui doit sortir. On a des va-et-vient à chaque vote. Il y a une rotation des experts parce qu'ils sont... Pour un quart d'entre eux, en moyenne, sur chaque question, un quart doit sortir de la salle, s'abstenir de voter, en raison de ces liens d'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut fonctionner ? On le sait, ils le disent. Oui, on le sait, ils le disent. Et encore, il y a pourtant une sous-déclaration des liens d'intérêt des experts actuels encore de la HAS, puisque simplement en comparant les déclarations personnelles qu'ils font auprès de la HAS et les déclarations que font les laboratoires auprès de la base Transparence Santé, donc gouvernementale, rien qu'en faisant un rapprochement de ces deux bases, on s'aperçoit que pour un expert de la HAS, les avantages en nature ne sont pas un lien, tout simplement. On trouve 350 liens pour les 25 membres de la HAS, et sur ces 350, seuls 90 figurent dans les déclarations faites par les experts eux-mêmes auprès de la HAS. Donc voilà, le législateur estime que ces liens sont signifiants, les experts eux-mêmes, absolument pas. Et je pense que voilà, il faudra tôt ou tard en venir vraisemblablement à une expertise professionnelle, avoir une école d'experts professionnels pour la HAS qui fasse ça à plein temps, qui ait les compétences, parce que ce n'est pas le même métier de soigner les gens, ce n'est pas le même métier de faire de la recherche clinique et ensuite d'évaluer des dossiers. On manque par exemple de mathématiciens, parce que franchement, clairement, le niveau des médecins est assez faible, enfin, je suis désolée, mais ils se laissent avoir par des présentations statistiques biaisées et un peu trop facilement encore, y compris à la chaise. Donc voilà, il faudra venir, je pense, tôt ou tard, à une professionnalisation de l'expertise, parce que la transparence... Professionnalisation d'expertise pour
casser ce système intégré, parce que le professeur Even disait lui-même que bien sûr que les laboratoires ont besoin des médecins et de leurs compétences médicales. Enfin, ça serait pire qu'ils fassent n'importe quoi dans leur coin. Mais là, on a un système intégré, donc, où finalement, on passe d'un endroit à un autre. Enfin, c'est le conflit d'intérêts permanent. Permanent, parce qu'aussi, chaque expert a une multitude de casquettes en général. Et ces experts sont souvent aussi des professeurs. Donc, par exemple, ils vont aussi enseigner à la fac, à des étudiants. On a carrément des cours parfois qui sont fournis clés en main par des laboratoires. Donc parfois ils ne prennent même pas la peine d'enlever le logo. Donc il faut savoir quand même le degré vraiment de mélange des genres est extrême. Il y a une phrase que dans ce contexte vous entendrez souvent de la part de ces professeurs, c'est mais nous travaillons avec l'industrie et nous sommes experts sur le médicament. Et beaucoup dans l'administration au niveau le plus élevé disent pour trouver des experts, il faut que ce soit des experts qui aient travaillé avec l'industrie parce qu'eux seuls connaissent le médicament. Alors là, je voudrais vous dire exactement l'inverse. Les seuls qui ne connaissent pas le médicament sont précisément ces experts-là. Pourquoi ? Parce qu'ils passent beaucoup de temps à travailler avec l'industrie. Mais ils n'ont pas été sur le terrain, jamais, jamais, jamais. Ils ne sont pas des investigateurs pour évaluer le médicament. Ensuite, quand tous les renseignements sont rassemblés au sein de l'entreprise, de façon secrète, l'article et le rapport pour obtenir l'autorisation sont rédigés par les médecins de la firme, qui seuls ont les résultats directs, bruts et objectifs. Ensuite, on en fait un article. Mais pour signer cet article, alors on sollicite ces experts, on sollicite leur nom et la notoriété qu'on leur a fabriquée en les faisant publier dans tous les journaux, en les mettant à la tribune des congrès. Et vous avez la surprise de voir ces pullman, ces trains d'auteurs pour les grands essais cliniques qui sont 20 ou 30. Vous êtes quand même surpris, vous regardez, tiens, il y a 5 Américains, 2 Anglais, 2 Scandinaves, enfin il y en a 2 de tous les pays à marcher. Ils ne sont là que pour une seule chose, répercuter la nouvelle molécule et la promouvoir dans leurs pays respectifs. Ça fait partie du discours, ce n'est pas du tout de l'expérience. Autrement dit, ces experts qui, entre guillemets, mais vendent leur nom à l'industrie, en deviennent les porte-voix, rédigent ensuite, et c'est très grave, les recommandations des sociétés savantes qui disent aux médecins prescripteurs, vous devez, en rhumatologie, vous devez prescrire les biomédicaments. Hein. Ensuite, l'État, et c'est le comble, les agences d'État émettent à leur tour des recommandations de l'État officiel. Et comment font-elles ? Eh bien, elles recopient les recommandations des sociétés savantes et prennent comme experts les mêmes qui les ont déjà rédigées. De sorte qu'en pratique, l'industrie pharmaceutique, elle tient le porte-plume du médecin qui va rédiger l'ordonnance directement à travers ces hommes-là, qui personnellement n'ont jamais, je précise, travaillé sur le médicament. Pascal Pasquariello, Michael Steinberg, en guise de conclusion, là, ça a été quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière. Vous le racontez un peu dans le papier, mais on a quand même envie de le savoir. Ceux qui acceptent de vous parler au téléphone, comment ils réagissent ? On a l'impression de prendre des gens quand même la main dans le pot de confiture, ou en vous lisant, moi j'avais l'impression qu'ils étaient presque surpris qu'on vienne leur chercher des poux, quoi. Tellement le système est intégré, genre, mais que me voulez-vous ? Je n'ai rien à me reprocher, Pascal. Quand on entend que pour 60 000 euros, on n'a pas l'impression de corrompre, oui, effectivement, on peut se poser la question. C'était l'ancien président de l'UNBEC. Quand on entend qu'il n'y a pas d'anormalité ou de normalité, enfin, il n'y a que des liens d'amitié, ou que c'est normal. Enfin, oui, effectivement, il y a une certaine normalité. C'est là aussi où c'est inquiétant. Et je pense que c'est... professeur, vous ne me contesterez peut-être pas. Je pense aussi qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne s'intéresser à donc cela. Ils sont de bonne foi. Et qui sont... Il faut aller jusqu'au bout. Oui. Ils sont relativement de bonne foi. Tout le monde le fait. Relativement. Ça se fait on a comme quand ça. même le professeur Bouvenot, quand on lui dit, mais vous nous dites que c'était avant, donc vous étiez à l'époque vice-président de la commission d'AMM, ce qui n'est pas rien quand même. Il nous dit, oh, c'était un poste potiche. Voilà. Donc c'est quand même pour se justifier. Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils sont relativement de bonne foi, on peut dire aussi qu'ils sont d'un cynisme absolu, non ? Complètement. On peut le dire. Ça revient un peu pour C'est eux-mêmes. ce que je pense, mais j'essaie de me mettre à leur place. Parce que sinon, je ne comprends pas comment un médecin fonctionnaire de l'État, payé par l'État pour former les étudiants et soigner les malades dans un hôpital public, passe la plupart de son temps et consacre son activité à promouvoir des produits dont certains sont loin d'être sans danger et utiles, au service de grands groupes industriels qui, bon, c'est la plus grande industrie du monde, c'est la plus puissante, elle a les moyens de sa politique.
Michael Pascal, merci beaucoup. Vous allez nous quitter tous les deux. Vous allez être remplacé par Michel de Pracontal qui suit les affaires médicales et scientifiques à Mediapart, et puis par le docteur Bruno Toussaint qui travaille à la revue Prescrire. Et avec eux deux, on va parler justement de la dangerosité, de la nocivité de certains médicaments, et puis aussi savoir comment l'on fixe leur prix. Et évidemment, on évoquera le Mediator, une vidéo d'Irène Frachon, donc à l'origine de la révélation du scandale du Mediator pendant qu'on change le plateau. Il y a une frilosité face à Servier. Le mot d'ordre, c'est « il ne faut pas perdre face à Servier ». Et donc, quand il y a un doute, le doute, il bénéficie à Servier et il ne bénéficie pas à la victime. Tous ces experts-là, ils se sont trompés eux-mêmes pendant des dizaines d'années. Depuis cette date-là, les valvulopathies au Mediator, elles existent, personne ne les voit. Et en particulier les cardiologues. Et aujourd'hui, on demande à ces mêmes cardiologues de, finalement, se méjuger. Le raisonnement d'un expert tient compte, notamment dans ces circonstances-là, de différentes pressions. Il y a les mensonges continus scientifiques des laboratoires Servier. Je les vois défiler, c'est effrayant. Et ça les bouscule. Il y a les pouvoirs publics, les juristes de l'ONIAM qui disent attention, il ne faut pas perdre face à Servier. Et donc, sur ces petites valvulopathies, de toute façon, elles ne sont pas bien graves, on ne les indemnise pas, on privilégie les valvulopathies graves. Ils osent venir aujourd'hui dire vous voyez, 15%, ça fait des centaines de dossiers. Mais c'est quoi? C'est rien. Beaucoup de bruit pour rien, ça fait pchit. Vous imaginez ce que ça représente pour ces victimes qui craignent pour leur vie? Irène Frachon, donc, qui faisait beaucoup rire le professeur Even en l'écoutant. Docteur Bruno Toussaint, bonjour. Vous êtes directeur de la revue Prescrire. Et donc, avec Prescrire, dès la fin des années 90, vous aviez essayé d'alerter sur les dangers du Mediator. Et donc, Michel de Pracontal, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart. Là, on a déjà parlé de ces commissions d'attribution d'un certain nombre de choses. Michel, est-ce qu'on peut parler du prix? C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose dont on a l'impression que c'est dans une zone un peu d'opacité. Comment on fixe le prix d'un médicament? C'est un système assez complexe. Alors sur le papier, c'est très rationnel, très organisé. Il y a un comité interministériel qui s'appelle le Comité économique des produits de santé qui est chargé de fixer le prix en prenant en compte les avis des commissions. Dans ce comité, il n'y a pas de représentants des laboratoires, donc c'est censé être tout à fait indépendant de l'industrie. Et donc, très résumé, la théorie, c'est que le prix est fixé en fonction de l'intérêt thérapeutique du médicament, du degré d'innovation, de recherche qu'il suppose, de sa nouveauté, et ça doit être une espèce de compromis entre l'intérêt du patient, que ce soit bien remboursé ou que ce soit pas trop cher, l'intérêt de l'industriel qui est quand même de retrouver un peu son investissement, et puis l'intérêt de l'État qui est de ne pas trop dépenser. Donc sur le papier, c'est très bien. Maintenant, ce que vous constatez, c'est que si on prend l'exemple du Mediator qui vient d'être évoqué, dès le départ, vous avez un biais formidable, c'est que vous avez un produit qui n'est pas extraordinairement nouveau, mais qui surtout est dans une indication biaisée, puisqu'il faut rappeler que le Mediator a été autorisé comme produit adjuvant au traitement du diabète ou traitement de l'obésité, enfin du cholestérol. Et son seul effet pharmacologique démontré à ce jour, c'est un effet anorexigène analogue à celui de deux autres produits du même laboratoire. C'est un coupe-fin. C'est ça qu'on appelle un coupe-fin. C'est un coupe-fin. Mais le laboratoire a eu deux autres produits chimiquement très voisins qui étaient vendus comme des coupes-fins. Donc celui-là, on l'a positionné autrement. Donc dès le départ, il a une indication un peu bancale. Ça n'empêche pas qu'on lui fixe un prix. Donc déjà, on n'est plus dans la rationalité initiale. Ensuite, vous avez... Bon, je peux vous donner un exemple beaucoup plus récent qui n'a rien à voir, mais pour montrer un peu... Il y a un traitement d'une maladie des yeux très répandue qui est la dégénérescence
maculaire liée à l'âge, la DMLA. On connaît aujourd'hui 2 molécules qui ont un effet sur cette maladie. Et en gros, il y en a une qui revient, le prix c'est 8 à 900 € l'injection, et l'autre c'est entre 10 et 20 fois moins cher. Mais la seule qui a l'AMM dans cette indication, enfin jusqu'à une date très récente, c'est celle qui est à 800 € l'injection. Et j'ai essayé de demander aux experts qui m'ont alerté sur cette question, à leur avis, pourquoi le prix avait été fixé à ce niveau-là. Et ils m'ont dit, on ne sait pas. Et c'est mystérieux. Donc ce système très rationnel finit par être très opaque. Alors comment expliquer ça, Bruno Toussaint, qu'un système très rationnel qui a l'air de préserver évidemment l'intérêt du malade, les investissements du laboratoire, ce qui après tout est normal, et puis les comptes de la santé publique en France, les comptes de la sécurité sociale, deviennent comme ça un système à la fois opaque et irrationnel? Prescrire, on ne sait pas tout. Hein. Je vais quand même dire que j'ai aucun lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Merci. On doit le dire quand on est professionnel de santé ou qu'on l'a été et qu'on parle de médicaments. Et prescrire, c'est financé uniquement par les abonnés depuis 1993. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on peut analyser un peu ce qui se passe et en parler. Alors, ce qu'on observe, vous êtes connu pour la lenteur et la méticulosité de vos conclusions. Eh bien, oui, parce qu'on n'a pas que des copains. Hein. Donc, il y a en France environ 30 000 personnes, principalement des médecins et des pharmaciens, qui mettent la main à la poche, qui s'abonnent à prescrire, qui est plus cher que beaucoup d'autres revues. Mais en contrepartie, ils savent que voilà, la revue n'est financée que par les abonnés. Et effectivement, on est un peu lent à faire les études. Edwin Plenel serait à ma place, il vous aurait dit comme Mediapart, donc je vous le dis. Oui, je le remercie. Mais bon, j'ai dit 93, bon, j'arrête. Donc, sérieusement, tout à l'heure, on a entendu que l'enquête là, dont on parle sur la commission de la transparence a demandé presque 9 mois, là, si j'ai bien compris aux journalistes. Bah, effectivement, nous, en général, à prescrire, on met entre 6 mois et 1 an pour écrire sur un nouveau médicament. Et on a rarement de procès. Il y en a eu il y a quelques années où la firme a trouvé qu'on n'avait pas le droit de dire, nous, prescrire, que ce médicament était à éviter. Bah, ils ont perdu le procès, hein, et donc on peut continuer à le dire parce qu'on prépare bien les dossiers. Et bien sûr, il y a quelques erreurs qu'on reconnaît quand il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors pour revenir à la question du prix, bah, manifestement, oui, il y a tout un appareillage plutôt complexe, là, comme a dit Michel. Mais en pratique, ce qu'on observe, c'est qu'en France, le médicament est vendu à peu près au prix européen. Il y a toutes sortes de simulacres, toutes sortes de discussions, de rapports, etc., dont on sait peu de choses au final, parce que les rapports de ce comité économique des produits de santé, c'est un rapport qui décrit beaucoup le mécanisme, mais qui ne dit pas beaucoup ce qui se passe vraiment dans les séances. Et donc au résultat, après beaucoup de rideaux de fumée, d'écrans de fumée, le prix en France est à peu près le même prix qu'ailleurs en Europe. Et il n'a aucun rapport avec les dépenses de recherche, et il n'a aucun rapport avec le prix de fabrication d'un médicament. C'est ce qu'on a vu à l'automne là, récemment, le fameux médicament, un des premiers fameux médicaments contre l'hépatite C, Sofosbuvir. On voit que le traitement coûte quelques dizaines, peut-être une centaine d'euros à fabriquer. La recherche initiale a été financée sur fonds publics. La recherche clinique, c'est-à-dire chez les gens qui ont réellement l'hépatite C, a été limitée à quelques centaines, un peu plus d'1 millier de personnes. En général, pas les plus malades, comme ça ne posait pas trop de problèmes. Et le prix demandé est de l'ordre de 84 000 $, parce qu'en fait, c'était 1 000 $ par jour. C'est symbolique. Et en fait, c'est 2 louis d'or par jour. Oui, en France, on a obtenu un petit rabais qui n'a toujours aucun rapport avec le prix de fabrication, le prix de la recherche, bien sûr. Mais alors, ça, c'est sur le prix. Alors déjà, c'est un peu difficile à avaler. Mais alors, quand on arrive à la nocivité des médicaments, là, on commence vraiment à avoir peur, quoi, parce qu'on est tous... tout bien portant est un malade qui s'ignore, n'est-ce pas? Donc, quand on fait, je crois que c'était en février 2015, là, il y a un mois, d'en prescrire, vous avez publié la liste de 71 médicaments que vous considérez comme dangereux. Alors, on a envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Or, visiblement, il ne s'est rien passé. Ça bouge, mais très, très, très lentement. Bon, très, très, très lentement. Mediator, voilà, effectivement, a été mis sur le marché au milieu des années 70. Depuis 1997, où on avait analysé les données de l'époque, on trouvait qu'il n'y avait pas de preuve que ça prévenait vraiment les complications du diabète ou de l'excès de cholestérol, enfin de lipides au sens large, et que par contre, vu sa famille pharmacologique, il y avait de grandes probabilités qu'il allait abîmer les valves cardiaques
Et c'est ce qu'Irène Frachon a constaté en voyant prescrire ce médicament fait partie des coupes-fins. Et d'autre part, elle voyait des gens qui avaient les valves très abîmées. En prenant ça, elle dit c'est ça, et voilà. Donc il a été retiré du marché en 2009. Ça va donc très lentement. Alors effectivement, depuis 3 ans maintenant, à prescrire, une fois par an, on fait la liste, le dossier des médicaments qu'on a étudiés à notre façon, un peu lente effectivement, mais relativement méthodique quand même, et dont on voit qu'ils sont plus dangereux qu'utiles. En fait, tous les médicaments exposent à certains dangers, comme des tas de choses dans la vie, c'est évident. S'il y a vraiment plus de bénéfices que de risques, eh bien, on peut accepter de courir tel ou tel risque dans l'espoir d'avoir telle ou telle efficacité. Mais il y a manifestement sur le marché français, depuis des années, des dizaines de médicaments qui, à notre analyse, on expose à des risques complètement injustifiés. Alors l'archétype, bien sûr, c'est Mediator, qui lui a été retiré, mais il y a encore Protelos, dont Michel de Pragontal a travaillé. Voilà. Ouais. Donc c'est un médicament, il se trouve que c'est Servier. Qui vient encore des laboratoires Servier. En l'occurrence, mais dans les 70... C'est un peu le record des médicaments qui ne servent pas à grand-chose, mais qui peuvent avoir des effets nocifs. Mais ils n'ont pas le monopole du tout. Dans les 70, il y en a beaucoup d'autres firmes. Je voulais dire la proportion par rapport à... Oui. Ah oui. Enfin bref. Donc, par exemple, ça c'est un médicament autorisé au milieu des années 2000. Et puis là, depuis quelques temps, il est enfin déremboursé, comme on dit. Et donc ça, probablement, donc, quand un médicament est déremboursé, ça veut dire que sa durée de vie, sa durée de succès est terminée, qu'on va le mettre de côté, en fait. On tue le marché parce que il n'est plus... Bon, les gens n'achètent pas un médicament. L'essentiel du marché du médicament, c'est le marché qui est pris en charge par l'assurance maladie dans tous les pays. C'est l'assurance maladie, sous une forme ou sous une autre, qui solvabilise le marché du médicament. Mais tout ça, ce qui est frappant aussi quand on lit l'enquête de Michel, par exemple, c'est de se dire, mais à quoi servent tous ces médicaments? C'est-à-dire que non seulement certains sont trop chers, de toute évidence, certains, vous le démontrez, sont dangereux, nocifs, beaucoup plus que ce qu'ils apportent comme soins aux malades. Mais pourquoi y en a-t-il autant? Alors je crois que certains médecins commencent à dire, voilà, il y aurait... corrigez-moi, 150 médicaments, un peu moins de 200 de médicaments qui seraient vraiment essentiels, utiles, voilà, et on pourrait s'en tenir à cette liste. Là, la révolte commence à gronder, donc, quand même. C'est un ordre de grandeur probable, oui, effectivement. Mais tout à l'heure, on a parlé autorisation de mise sur le marché. C'est le mot-clé, marché, en matière de médicaments. Le médicament, bien sûr, c'est une façon de soigner ou de prévenir des maladies, mais dans notre société, en France comme ailleurs, c'est d'abord un marché. Et la clé, c'est l'autorisation de mise sur le marché, qui est conditionnée par l'examen par des experts dont on a parlé. Qui examinent, voilà, ils examinent un dossier qui a été monté par la firme, qui a évalué elle-même le médicament qui va lui servir à gagner de l'argent. Le conflit d'intérêts dans le monde du médicament, il est à la racine même. Depuis quelques dizaines d'années, les pouvoirs publics sous-traitent aux firmes pharmaceutiques le développement, la recherche clinique sur le médicament. En disant... Vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux qu'être d'accord. J'ajouterais que s'il fallait désigner un coupable, pour moi, ce ne serait pas l'industrie. L'industrie, c'est des fonds d'investissement, ils veulent gagner de l'argent par tous les moyens. Bon, ils sont tous pareils. S'il n'y avait pas ces médecins, pardonnez-moi, j'emploierai encore le nom, corrompus, qui travaillent à leur service, qui sont leurs porte-voix, leurs hommes sandwich, et qui font que tous les autres médecins qui ne peuvent pas tout surveiller et tout lire vont les prescrire, ce sont eux. C'est là qu'actuellement il faut faire porter le fer. Quant au comité économique des produits de santé, je peux être complètement d'accord avec vous, je suis très, très scandalisé. Car vous avez dit, le représentant de l'industrie pharmaceutique n'est pas présent. C'est vrai, mais c'est vrai depuis 3 ans. Jusqu'à il y a 3 ans, le président ou son représentant du syndicat de l'industrie était présent. J'ai moi-même travaillé dans une autre commission qui est la commission d'AMM, où le représentant de l'industrie pharmaceutique, qui s'appelait Yves Juillet à l'époque, était présent et pesait très lourd dans toutes les décisions qui étaient prises. Donc, si je peux ajouter un détail, effectivement, statutairement, le labo, l'industrie n'est pas présente, mais je connais au moins un exemple d'un membre de ce comité, du CEPS, qui était un conseiller d'un laboratoire, qui est en l'occurrence de Servier. Et vous avez raison aussi de préciser que c'est à peu près le prix des autres pays, même si ce n'est pas tout à fait vrai. C'est moins que les autres pays selon les rapports de l'industrie pharmaceutique, qu'elle baptise par exemple rapport de l'ESSEC. Ah, c'est l'ESSEC, vous regardez,
il n'y a que des employés de la société Glaxo SK dedans. Mais bon, à l'inverse, des gens comme Serge Rader, qui est un obsessionnel de la vérification des prix, mais qui n'arrive pas à surveiller plus que l'Angleterre et l'Italie par les autres pays, il fourmille d'exemples où c'est tout à fait différent. Mais de toute façon, au-dessus de ça, des différences inter-européennes, il y a le prix imposé par les gens qui trouvent les médicaments et qui les développent, ce qui me paraît normal. C'est-à-dire que tout se passe aux États-Unis et qu'une fois le prix fixé aux États-Unis, la marge de manœuvre de l'Union européenne, elle est quasi nulle, sauf si on faisait ce que, juridiquement, on a le droit de faire. Quand on se trouve devant un médicament dont le prix est réellement exorbitant, comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos du sofosbuvir, alors l'État a parfaitement le droit de dire « je ne reconnais plus ce brevet et je fais fabriquer ce médicament par tel ou tel génériqueur. J'ai le droit d'imposer la générication. » Et on ne sera pas accusé de copie, de malfaçon? Non, juridiquement, c'est intouchable. Seulement, vous imaginez vous imaginez le Sprome. Le Gilead, le laboratoire du sofosbuvir, n'existe pas il y a 15 ans. Il fait 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est quoi ça, pardon, excusez-moi? Gilead. Ça, c'est quoi? L'antivitamine C. Gilead, L'anti-hépatite C. Ah d'accord, c'est le médicament contre l'hépatite C. Voilà. Gilead n'existe pas encore en 97-98. Aujourd'hui, il est à 19 milliards de chiffre d'affaires et il fait à lui seul, tout petit, avec 5 médicaments, la moitié de ce que fait Pfizer, Sanofi ou autres. C'est-à-dire qu'il s'en est mis plein les poches en 15 ans et c'est nous qui avons payé. Voilà. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça si on ne brise pas les monopoles. Benoît Toussaint, vous vouliez conclure, je vous ai empêché de finir votre raisonnement. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, juste pour dire que, ce qu'on observe, nous, à Prescrire, c'est que depuis quelques dizaines d'années, donc, les pouvoirs publics laissent un champ immense aux firmes pharmaceutiques. Les pouvoirs publics laissent les firmes pharmaceutiques développer les médicaments et se placer en conflit d'intérêts dès le début. Avec ce mécanisme, comme effectivement les firmes doivent pouvoir faire les essais, parce qu'il y a quand même quelques médicaments utiles, on est bien d'accord, avec des vrais patients, il faut contacter divers médecins, divers experts, qui vont avoir de ce fait-là des liens d'intérêt avec la firme et qu'on va retrouver un jour à la commission X ou Y, etc. Et puis du coup, ces gens-là vont devenir enseignants, effectivement, vont devenir des relais d'opinion et il y en a partout. Et donc aujourd'hui, les firmes pharmaceutiques développent les médicaments, influencent les politiques pour fixer le prix, pour ne pas exploiter la réglementation qui leur permettrait justement effectivement de contenir certaines choses, financent une grande partie de la formation des professionnels de santé. Bien sûr, il y a des médecins et des pharmaciens qui ne se laissent pas faire. Il y a le Pharmadep, ils s'abonnent à prescrire, etc. Mais l'essentiel est là, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et elles sont omniprésentes, mais c'est parce qu'elles occupent simplement le terrain qui est laissé vide. Et c'est très pernicieux, puisque donc, comme on a entendu tout à l'heure, effectivement, ce qu'on constate nous aussi à Prescrire, c'est que beaucoup de médecins, de pharmaciens, etc., de professionnels de santé, ont grandi à l'hôpital, à la faculté, où c'est normal, c'est l'ordinaire, c'est complètement ordinaire, c'est l'habitude que, il y a les labos qui amènent les croissants le matin, qui amènent au staff, qui invitent au resto, qui emmènent au congrès, qui financent les essais, et ça a l'air d'être la vie habituelle. Et ils ne se rendent pas compte très inconsciemment pour la plupart, ils sont influencés par ça. Bien sûr qu'il y a de la corruption, ça se voit bien, mais il y a plein d'influences qui sont tout à fait inconscientes. Les petits cadeaux, les restos à 10 ou 15 euros ou 30 euros, on se dit, c'est négligeable, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, c'est bien pour ça qu'ils sont là. C'est parce que très inconsciemment, très, très sournoisement, très insidieusement, ça influence. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Et même les médecins qui ont le serment d'Hippocrate, etc., inconsciemment, ils se laissent influencer. Et alors quand même, depuis le scandale du Mediator, Anne Chailleux, vous avez l'impression d'être entendu, vous et votre association, qui a quand même une prise en compte, enfin une sorte de décilement des professionnels de santé devant cette inflation du nombre de médicaments, de leur nocivité et en plus de leur prix. En tout cas, il y a déjà une meilleure réceptivité, je dirais, des médias. Ça nous aide beaucoup. Parce que jusqu'à présent, il y avait une pédagogie à faire qui était tellement énorme qu'on n'atteignait pas en fait la sphère médiatique et puis le message passait pas plus loin qu'un tout petit cercle. Donc voilà, le fait que je sois là, par exemple, c'est quelque chose effectivement qu'on doit à Irène Frachon très nettement. Petit à petit, les choses bougent. Donc petit à petit, peut-être les et choses en même temps, bouger. le système est fort. Mais le système, le système n'évoluera pas. Un de dernier sitôt. mot, Le professeur. dernier mot, c'est la conclusion du rapport de l'Organisation des Nations Unies, dont pas un mot n'a été dit en France, sur l'industrie pharmaceutique.
que je traduis littéralement. Allez-y, disez quoi? L'industrie pharmaceutique s'est interdigitée itself, s'est introduite, infiltrée partout, dans les structures gouvernementales, politiques, administratives, universitaires, médicales, de la presse. Elle est désormais out of any control, hors de tout contrôle. Oui. C'est à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et pas un écho dans notre pays. Merci infiniment. Encore un mot. Pardon. Oui, l'industrie est omniprésente. Même la régulation, les règles du jeu de l'autorisation de mise sur le marché, c'est défini au niveau mondial par des représentants de l'agence américaine, de l'agence européenne et japonaise, parce que c'est les 3 gros marchés historiques, et les représentants au niveau mondial des firmes pharmaceutiques. Pas de gouvernement, pas de parlementaires, pas de représentants des patients ni des professionnels. Ce qu'on appelle vaguement le contrôle démocratique, quoi. Oui, oui, c'est juste entre soi. C'est juste entre soi. Merci beaucoup à tous les 4, à tous les 6, avec Pascal Pescariello et Michael Hachdenberg qui étaient avec nous tout à l'heure. Bon, je nous ai déjà mis en retard, donc Joseph Confavreux va prendre l'antenne entre 19h et 19h05. Il va parler de la sociologie des classes populaires et donc aussi de leur vote en ce second tour des élections départementales. Joseph, à 20h, passera la parole à François Bonnet qui vous donnera les premières estimations de participation en particulier. Et moi, avec Mathieu Magnodex, on se retrouvera à 20h30. Tout ce dont vous avez entendu parler pendant cette heure de retour sur nos enquêtes est en accès libre sur Mediapart, sur le site. Donc les articles de Michel, les articles de Michael et Pascal, vous pouvez les retrouver jusqu'à minuit. Et l'offre du jour, eh bien, c'est comme la semaine dernière, c'est 20 € pour 6 mois. À tout à l'heure.